Mr. Simon, welcome. Mr. Simon, bonjour, on peut vous voir, merci. Eh bien, pendant que nous attendons, et comme il est dit dans le programme, je suis Katia Giandinetta, je suis également philosophe suisse et je suis également très familière avec Alexis de Tocqueville. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours en charge de la modération du dernier panel. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et nous parlons maintenant de 2 jours sur le moment de l'Europe, ce moment qui est pris entre le mouvement MAGA de Trump et l'agression russe. Comment l'Europe réagit-elle? Parce que nous avons beaucoup parlé de la défense, du marché des capitaux, mais maintenant vient le moment de la société dans la politique. Nous savons que l'Europe est divisée entre le nord, le sud, l'ouest et l'est, entre les libéraux et les populistes à gauche et à droite. Et nous avons le conservatisme européen qui est lui-même divisé entre une forme de conservatisme modéré et un conservatisme radical. Et la question dont nous parlons aujourd'hui dans ce dernier panel, c'est quelles sont les racines de ce nouveau conservatisme en Europe? Comment expliquons-nous le succès de ce conservatisme radical? Si vous regardez les élections en Autriche, en Allemagne et pas encore en France, ce nouveau conservatisme est-il un danger pour l'Europe ou est-il une solution pour l'Europe? Ce sont les questions que nous allons discuter aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais bien donner la parole à vous, Monsieur Jean-Pierre Le Goff. Vous êtes philosophe et essayiste français. Vous avez très bien suivi la transformation culturelle et sociale depuis les 68 et même avant, le grand panorama historique. Vous le connaissez très très bien. Ce qu'on aimerait savoir de vous, c'est quelles sont, selon vous, les origines de ce conservatisme et quelles sont les raisons pour son succès? Et bien évidemment, quand on regarde maintenant aussi, est-ce que vous croyez qu'il s'agit d'un phénomène temporaire ou est-ce que ce conservatisme va rester pour les années à venir? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pour les années à venir, mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle historique où on a, j'allais dire, une réaction conservatrice par rapport à une évolution historique problématique. Et moi, ce sur quoi j'insisterai particulièrement, c'est les conditions historiques nouvelles dans lesquelles le conservatisme peut prendre un sens aujourd'hui. Voilà. Et je commencerai d'ailleurs par parler de l'Ukraine. Il y avait une chose qui m'avait particulièrement frappé au moment de l'invasion, c'est la difficulté à comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi Poutine s'était lancé dans l'agression de l'Ukraine. Et en France notamment, et à droite en particulier, il y a eu une certaine difficulté à affronter le problème. Ce n'était pas possible. Et alors, moi, je me suis un peu interrogé sur les causes, la difficulté à regarder la réalité, parce qu'on ne pouvait pas dire à l'époque qu'on ne savait pas. Il y avait un ultimatum qui avait été donné par Poutine quelque temps auparavant, en décembre, qui indiquait très bien les choses par rapport à l'OTAN notamment, mais pas simplement. D'autre part, si vous intéressez un peu à la question des journaux russes ou des médias russes, les choses étaient clairement dites. Et je pense que ça renvoie à un certain nombre de phénomènes. Pour le dire de façon très, très rapide, excusez-moi, je pense qu'il y a on a projeté sur Poutine nos propres catégories, j'allais dire presque mentales, nos schémas de raisonnement, et on a été déconcerté par ce qu'on pourrait appeler le mensonge déconcertant. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est quelque chose du totalitarisme, si vous voulez, qui vient du totalitarisme communiste. La formule mensonge déconcertant, et vient, j'ai oublié le nom, d'un écrivain russe qui a précisément quitté la Russie entre les deux guerres. Et donc, on a eu du mal, on a projeté sur Poutine, on ne pouvait pas comprendre. Et du côté de l'extrême gauche, vous aviez un anti-américanisme primaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'était les Américains qui spontanément étaient responsables, avec une vision
de l'Empire américain qui datait de la guerre du Vietnam, en gros, pour faire très court. Donc il y a eu ces difficultés. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et à droite, il y avait un rapport à Poutine qui était très particulier, qui était de dire, finalement, Poutine, par rapport à, on va en parler, aux faiblesses de l'Europe bien réelles, a une réponse dans la verticalité, dans la remise en ordre, face à une vision de la société, des sociétés européennes liées à la décadence. Je pense que ces représentations-là ont joué, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse en l'affaire, c'est opérer un pas de côté et m'intéresser à ce que j'appelle le background culturel, c'est-à-dire pas simplement la question politique, j'allais dire au sens étroit du terme, mais l'arrière-fond culturel. Et quand je dis arrière-fond culturel, c'est pas simplement les idées, c'est les comportements, les représentations plus ou moins conscientes qui imprègnent la société. Alors de ce point de vue-là, c'est mon deuxième point pour être très rapide, sur les faiblesses internes des démocraties européennes, sur lequel va s'appuyer Poutine. Et c'est pour ça qu'il va rencontrer en écho comme une solution possible à un moment donné à une forme de ce qui pourrait s'appeler de la décadence. On peut discuter sur le terme. Alors, moi je pense que ces faiblesses internes, elles sont d'abord politiques. On l'a déjà pas mal discuté dans ces 2 jours. Mais je pense qu'il y a eu dans la construction même, à l'origine de l'Union européenne, une fuite en avant. Fuite en avant, l'important, nous n'avons pas le choix, c'est d'y aller avec une difficulté à décrire pour aller où exactement. Et quand vous regardez un peu les choses à ce moment-là, c'est qu'un problème a été laissé, à mon sens, largement en plan, qui est l'articulation de la nation à l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un facteur de désarticulation entre les élites européennes et les peuples européens. Et ce qui n'a pas été forcément le cas du côté de ce qu'on appelait antérieurement les pays de l'Est, mais du côté des pays de l'Ouest, cet élément a été un élément important j'allais dire, de désarticulation entre un certain type d'élite et les peuples. Je pourrais aussi développer, mais je vais surtout insister sur les dimensions culturelles. Par exemple, rappelez-vous, l'Europe n'a pas de frontières. Je ne vais pas reprendre un peu les discours de l'époque, mais enfin, à l'époque, c'était le Maghreb, la Turquie. On ne voyait pas l'Europe aller se confondre avec un grand marché, plus de frontières. Question de la nation, question des frontières, et je dirais une forme d'angélisme qui s'est développée dans l'Union européenne, où en gros, je crois que c'est Védrine, l'ancien ministre, qui disait des bisounours dans Jurassic Park. Et il y avait un côté, si vous voulez, de désarmement intellectuel et moral qui aujourd'hui, on en a discuté depuis 2 jours, on voit comment il y a un retour de l'épreuve du réel à travers la guerre, mais il a fallu attendre un certain moment pour, j'allais dire, se dégriser d'une certaine façon. Moi, je vais insister sur les faiblesses maintenant culturelles. Plus profondément, je pense le problème central, enfin un des problèmes centraux, plus exactement, parce que je ne prétends pas couvrir l'ensemble, c'est la rupture dans la transmission qui a existé au sein de l'Union européenne, qui fait qu'il y a eu un désarmement et qui a abouti à une mésestime de soi. Je voudrais m'arrêter là-dessus pour dire les choses. Faiblesse culturelle, rupture dans la transmission. Historiquement, on peut prendre 2 moments de cette rupture. Le paradoxe de la construction européenne, c'est qu'elle a commencé à se construire sur la dimension économique et la dimension de la paix, au moment même où l'héritage culturel était profondément mis en question. Je m'explique. Première moitié du XXe siècle, vous avez un événement qui s'appelle la guerre de 1914. On l'a peut-être oublié, mais c'est un élément important. François Furet, l'historien, parlait de cette guerre comme un vaste chaos de l'esprit. Et George Steiner, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un philosophe franco-américain, parlait, lui, véritablement d'un problème, je vais vous le citer. Et ça, c'est après la Seconde Guerre mondiale, la guerre de 14 comme premier traumatisme, second traumatisme, la guerre mondiale et la Shoah. Et il y a une formule, peut-être vous la connaissez, de George Steiner, je me permets de la citer. Nous comprenons maintenant, c'est après la Seconde Guerre mondiale, que les sommets de l'hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien et même le renforcement des institutions, de l'appareil et de l'éthique et de haute culture. Il fait allusion à l'Allemagne.
En d'autres termes, les bibliothèques, musées, théâtres, universités et centres de recherche qui perpétuent la vie des humanités et de la science peuvent très bien prospérer à l'ombre des camps de concentration. J'y rajouterai enfin un troisième point dans la rupture de la transmission dans cette première partie du XXe siècle, qui est le problème du colonialisme, avec quelque chose qui va se développer très vite, et j'y reviendrai, ce qu'on pourrait appeler la mémoire pénitentielle. Alors ça, c'est le premier moment de rupture, mais quand vous regardez un peu plus loin, et là je me suis particulièrement intéressé à ce moment critique de l'histoire, qui est la seconde moitié du XXe siècle, il y a, mais ça c'est ce que je travaille là-dessus depuis un moment, ce que j'appellerais une grande révolution culturelle qui commence dans les années 60, va comporter plusieurs étapes, je ne peux pas détailler ici les différentes étapes, et qui va toucher pas simplement la France avec mai 68, mais qui touche un ensemble de pays dans un moment historique que vous pouvez délimiter entre 60 et 70. Alors, je ne peux pas, ici, dans le temps qui m'est imparti, décrire les différentes étapes de cette révolution. Je pense, pour aller très vite, que ces effets, pour moi, ont été aussi importants que ceux de 1789. Je ne veux pas faire d'analogie quand je dis les effets de cette révolution culturelle. Pourquoi c'est important ? Parce qu'elle ne s'est pas faite sous la forme d'une révolution nécessairement violente. Elle s'est faite par une pénétration d'un certain nombre de représentations et d'idées dans la société qui, à un moment donné, ont été repris par les institutions. Pour le dire de façon très schématique, il y a ce que j'ai appelé l'héritage impossible de mai 68, une forme d'individualisme qui va aller très loin. Et d'ailleurs, vous trouvez un peu les prémices quand vous lisez Tocqueville. C'est-à-dire, d'un côté, un individualisme qui se méfie de l'État, qui critique l'État, et qui, paradoxalement, lui demande de se mettre à son service dans la logique d'un client roi. Et c'est ce double mouvement, si vous voulez, de l'individualisme dans le rapport aux institutions qui va avoir des effets dévastateurs. Deuxième élément important, c'est le règlement de compte historique sur la base de ce que je vous indiquais sur la première moitié du XXe siècle. Paradoxe, vous allez construire l'Union européenne dans le moment même où ça est mis en question, sur un arrière-fond de background culturel qui est déjà un peu en morceaux. C'est ça la difficulté. Et je pense que dans la difficulté de la construction européenne, ne jamais oublier ce champ historique, pour moi. Alors, pour reprendre et pour finir, il y a ce que j'ai appelé le gauchisme culturel. Je vous ai parlé de cette représentation nouvelle de l'individualisme qui peut s'inscrire dans la logique de l'individualisme démocratique de Tocqueville, mais qui, me semble, va beaucoup plus loin, c'est-à-dire opère un basculement et une accélération vers pour reprendre une expression, je crois que c'est de Marcel Gauchet, un individualisme de déliaison, où le problème du rapport à l'autre et du rapport aux institutions est marqué d'emblée par une méfiance et une révolte. Ce qui va d'ailleurs rendre la profession politique difficile. Et toute situation de responsabilité ou d'autorité va être immédiatement soupçonnée de domination, tout en demandant à l'autorité en question, à l'État, de répondre au plus vite dans une logique de droit indéfini. Ça devient compliqué, si vous voulez. Et je pense que, premièrement. Deuxièmement, cette révolution culturelle, elle s'est attaquée à ce que j'appellerais le tissu éducatif et sociétal. Par tissu éducatif et sociétal, je n'entends pas simplement l'école. J'entends le monde dans lequel les nouvelles générations vont naître, être éduquées. Or, si vous comparez la première moitié du XXe siècle et la seconde moitié du XXe siècle, force est de constater que ce tissu-là a été complètement bouleversé. Vous reliez ça, cette révolution culturelle, au développement du chômage de masse, vous avez ce que j'ai appelé des phénomènes de déglingue, excusez-moi l'expression, qui sont des véritables phénomènes de déstructuration anthropologique dont nous continuons, me semble-t-il, à subir les effets à travers un certain nombre de phénomènes dits d'incivilité et de violence. Alors, pour terminer peut-être sur ce point, quand vous regardez les deux vecteurs de la transmission, qui sont, on n'est pas forcément d'être, comme on dit, chrétien, etc. La famille et l'école, c'est comme ça, c'était comme ça. Cette révolution a porté sur ces deux piliers de la transmission. C'est en ce sens qu'il y a une véritable rupture dans la transmission. Et je pense qu'il faut bien comprendre le conservatisme dans ce cadre nouveau. Et se poser la question, et on pourra le relancer dans le débat, je n'ai pas de solution, mais j'ai un certain nombre d'idées, le conservatisme, dans cette nouvelle période historique, dans ce contexte-là, qu'est-ce que veut dire le conservatisme ?
qui, à mon avis, ne se confond pas avec un retour en arrière. Mais ça, on en discutera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Le Goff. And I'm addressing now Mr. Merci beaucoup, Monsieur Le Goff. Et maintenant, je vais me tourner vers vous, Monsieur Sven Simon. Vous avez entendu parler de la bouche de Jean-Pierre Le Goff et qui explique pourquoi le conservatisme redevient important. Si je peux dire brièvement, il y a une chose, il y avait trop d'individualisme, et je vous dirais peut-être un petit peu plus court, et la remise en question de l'éducation et rechercher un type de nouvelle fierté pour être européen et pas cette culpabilité et la fascination pour la verticalité ou en tout cas un régime autoritaire. Vous considérez-vous en tant que membre du Parti européen et vous considérez-vous dans cette description et où voyez-vous cette description plutôt du côté du conservatisme radical comme l'AfD? Vous avez les partis similaires en France. Vous retrouvez-vous dans cette description en tant que conservateur? Quelle est votre offre pour l'Europe et quelle est l'offre des autres conservatismes en Europe? Alors, tout d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être en Normandie et de ne pas maîtriser suffisamment le français pour répondre aux questions difficiles. So, allow me to continue in English. Yes. Et par conséquent, je vais continuer en anglais. Oui, je pense que ça a été bien décrit et je suis d'accord. Je pense qu'il est essentiel que nous fassions la différenciation entre être conservateurs et ceux qui sont appelés beaucoup trop souvent des nationalistes, des populistes. Je dirais que c'est moins une question d'exclusion rigide que plutôt d'évaluer des positions en nous basant sur des principes. Et je me décrirais cela en particulier du Parti du peuple et de nos différencions des autres qui sont anti-européens. Cela a beaucoup à voir avec l'Union européenne et notre attitude générale vis-à-vis des institutions européennes. L'Union européenne, vous dirais-je, a été créée pour dépasser la tragédie du nationalisme, à un moment où l'économie européenne et les intérêts européens se retrouvaient. Il y a eu des guerres qui ont été menées entre les États membres. Je pense que c'est désormais inimaginable. Et bien sûr que l'Union européenne s'est développée depuis et est devenue un organe de gouvernance très complexe, mais son objectif de création demeure: empêcher le nationalisme de mettre à mal la sécurité et la coopération. Et comment décrire le conservatisme du point de vue du Parti européen des peuples? Nous visons à renforcer l'Union européenne. C'est là une grande différence par rapport à ce que nous voyons avec les populistes de l'extrême droite, qui expliquent que tout ce qui vient de Bruxelles est mauvais. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas les problèmes de l'Union européenne. Bien sûr que l'UE doit s'améliorer en termes de responsabilité et de ses réponses démocratiques. Et c'est également vrai pour tous les systèmes démocratiques. Les réponses démocratiques est vraiment le plus gros problème. Et c'est une des raisons pour nous avons une montée du conservatisme. Nous avons toujours l'impression que des élections se tiennent et que rien ne change. Deuxièmement, c'est la protection de l'état de droit et la démocratie constitutionnelle. Et là, les conservateurs nous avons également la protection des libertés, des droits de l'homme, qui sont les piliers du conservatisme. Et il y a des pays en Europe où ces principes sont sous pression. Ce n'est pas simplement la Pologne ou la Hongrie. Nous avons également Malte, la corruption en Roumanie, mais je pense qu'en Hongrie, nous devons dire
que nous voyons des cas de plus en plus importants d'infraction des libertés fondamentales. Et c'est ce que je voulais dire dans ma déclaration préliminaire, que c'est vraiment la différence entre les conservateurs et les populistes. Et en particulier lorsque nous parlons de la Pride des LGBT à Budapest et qui se déroule actuellement, c'est une violation claire de la liberté de l'association qui n'est pas justifiable légalement, même s'il y a des différences. Je critique comment une partie du mouvement s'est éloignée de principes libéraux, le droit de manifester, et je pense que tout cela est lié à votre question lorsque nous parlons de l'individualisme et les droits des individus. C'est en opposition à cette aile droite et l'aile gauche qui, tous les deux, veulent établir un système illibéral. Encore une fois, la société est composée de collectifs et troisièmement, c'est notre engagement à notre alliance transatlantique et à la liberté et à la sécurité européenne, la collaboration avec l'OTAN, l'aide à l'Ukraine. Il y a des différences et nous soutenons une défense forte et je dirais que ce sont un point important depuis la fondation du Parti des peuples européens. Et les populistes rejettent ces principes et c'est là que nous mettons une ligne et nous ne pouvons pas coopérer. Merci beaucoup Sven, c'était très clair. Et nous voyons le Parlement européen en face de nous avec les sièges et les différences que vous avez décrites. Vecchio, maintenant, vous êtes plus jeune que nous ici sur le panel. Vous faites vraiment partie d'une jeunesse européenne. Et si moi je regarde cette jeunesse et si on la voit aussi se manifester politiquement, on voit bien que, disons, un peu radicalisé bien sûr, un peu caricaturé, on voit des jeunes hommes qui vont plutôt vers un conservatisme, vers une rigidité, vers une nouvelle discipline. Et on voit les jeunes femmes qui se radicalisent sur la gauche avec des événements assez forts. Et on sait bien, ça aussi des sondages, qu'il y a vraiment ce clivage parmi les jeunes. Comment est-ce que vous voyez cela? Et est-ce que cette jeunesse, elle veut comprendre, elle comprend ces différences entre les différents conservatismes, populisme, radicalisme? Et qu'est-ce qu'elle attend du futur de l'Europe? Vaste question, d'autant plus que je ne prétends pas parler au nom de toute la jeunesse. D'abord, peut-être sur les termes du débat. Moi, je ne suis pas sûr que le terme conservatisme soit le bon. Je pense qu'on est dans une période plutôt de retour des nations avec un mouvement national populiste puissant. Et à l'intérieur de ce mouvement, le conservatisme peut être une composante, mais il a sans doute une base sociologique et doctrinale trop étroite pour être vraiment le cœur de la recomposition politique actuelle. Je parlais de retour des nations parce que je crois que ce qu'on vit, ce qu'on peut appeler la montée des radicalités, est une réaction à la révolution culturelle, effectivement, qu'a très bien décrit Jean-Pierre Le Goff, mais aussi peut-être à l'échec du projet européen tel qu'il a été bâti durant des décennies et surtout plus largement, puisqu'on voit bien que la recomposition est occidentale et pas seulement européenne, à l'échec du projet de mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse a été en fait a engendré en réalité beaucoup de désordres économiques et sociaux, identitaires, démocratiques aussi, je crois. Et je crois que justement on est face à une génération qui est précisément la génération de la mondialisation malheureuse, la génération pour laquelle, c'est mon
mondialisation n'était d'ailleurs pas une utopie, ça l'était pour la génération d'après-guerre, mais la génération qui est la mienne a grandi dans le monde tel qu'il est et ne voit pas la mondialisation comme un projet utopique positif, mais on voit surtout les conséquences et les conséquences délétères. Et je crois que cette jeunesse qui se radicalise, parfois effectivement à gauche et parfois plutôt à droite sur le spectre, même si là encore je crois que la définition du champ politique est totalement différente de celle qui existait au moment des 30 Glorieuses. Mais en tout cas, il y a une montée des radicalités de part et d'autre, parce que c'est une génération qui a subi et grandi dans les désordres que je décrivais. Moi, je pense qu'il y a en réalité, depuis moi, j'ai presque 40 ans, donc je dirais depuis 4 décennies, mais peut-être de manière accélérée depuis 3 décennies, un sentiment, d'ailleurs qui est plus qu'un sentiment, une réalité qui est une réalité de dépossession économique et sociale, puisqu'on sait que ma génération, globalement, vivra moins bien que la génération précédente, ce qui n'était pas le cas auparavant, et on voit bien qu'il y a de toute manière une paupérisation notamment des classes moyennes et populaires partout en Occident, notamment aux États-Unis, avec les espérances de vie des classes moyennes et populaires qui diminuent. Ça, c'est la première dépossession. La deuxième est, je crois, une dépossession identitaire, puisque la mondialisation s'est accompagnée de mouvements de population, de flux migratoires pas du tout maîtrisés, notamment en Europe, a engendré un multiculturalisme agressif. Et là, on voit bien qu'il y a 2 radicalités qui montent, ceux qui s'inscrivent dans ce nouveau modèle, je dirais, communautaire, identitaire, notamment une part des enfants issus de l'immigration, et ceux qui réagissent par rapport à ce bouleversement démographique, culturel, et qui réclament justement un retour à des identités nationales plus classiques. Ça, c'est le deuxième sentiment de dépossession. Et le troisième, qui est très important, bon, ça ne touche pas seulement ma génération, mais je crois que c'est une des explications de ce mouvement national populiste, c'est le sentiment de dépossession démocratique. En réalité, on est face à des institutions de plus en plus compliquées et de plus en plus éloignées peut-être des peuples. Dans ce mouvement, il y a quand même l'idée